Salut à tous! Le dossier géopolitique, l'Amérique venait de découvrir qu'elle avait été remplacée, et ce remplacement avait été achevé des mois plus tôt. Pas menacé, pas proposé, achevé, selon des sources au sein de 3 ministères gouvernementaux distincts ayant une connaissance directe de la transaction. Voilà donc l'art de la négociation. Apparemment, l'autre camp avait déjà terminé la paperasse pendant que les slogans étaient encore en répétition. Le Canada avait finalisé un partenariat de 4 milliards de dollars dans les infrastructures et les ressources avec un consortium de pays européens et du Pacifique qui faisait l'objet de négociations depuis 6 mois. L'entente avait été structurée dès ses toutes premières étapes de conception pour occuper précisément l'espace commercial que les entreprises américaines avaient supposé être le leur par la géographie, par l'histoire et par le poids d'une relation économique vieille de 75 ans qu'elles avaient traitée comme permanente. Elle ne l'était pas. Elle était patiente. Et cette patience s'est épuisée pendant que Washington était concentré sur toute autre chose. L'entente a été conclue un jeudi. Les responsables commerciaux américains l'ont apprise le vendredi par des annonces publiques, non pas par une notification diplomatique, non pas par un appel de courtoisie, mais par un communiqué du gouvernement canadien qui nommait les partenaires, nommait les montants et nommait les secteurs avec la précision calme et minutieuse d'un gouvernement qui n'avait plus rien à négocier et plus rien à dissimuler. Il n'y avait pas de podium dramatique, pas de chorégraphie de casquette rouge, pas de slogan de 5 mots pour faire disparaître les chiffres. Le Dow Jones a chuté de 320 points. Les titres industriels transfrontaliers ont perdu entre 11 et 23%. Les entreprises américaines qui s'étaient positionnées depuis des années pour obtenir des contrats d'infrastructure au Canada ont commencé à réviser à la baisse leurs projections de revenus futurs. Et à Washington, selon des sources proches des hauts responsables, la première réaction n'a pas été la colère, ce fut le silence. Un long silence stupéfait, le son d'une pièce remplie de gens qui réalisent simultanément que le levier sur lequel ils comptaient avait déjà été remplacé. Pour un mouvement qui vend la confiance au poids, le silence est toujours le produit le plus coûteux dans la pièce. Le cadrage de Warren Buffett venait de 63 années passées à observer comment les relations commerciales prennent fin. L'erreur la plus courante dans tout partenariat de long terme consiste à confondre la loyauté de l'autre partie avec son incapacité à partir. La loyauté et la dépendance ne sont pas la même chose. Le Canada était loyal. Le Canada était aussi, discrètement et depuis très longtemps, en train de devenir moins dépendant. Au moment où Washington a remarqué la différence, la dépendance avait disparu. La stratégie de pression à la Trump avait traité la loyauté comme un service d'abonnement pour découvrir ensuite que le Canada avait déjà annulé le renouvellement automatique. L'architecture complète de ces 6 mois, durant lesquels le Canada a construit ce remplacement, explique qui a participé, ce que cela signifie pour chaque industrie américaine liée à la relation bilatérale et pourquoi l'entente a été structurée précisément pour être impossible à renverser dans tout calendrier politiquement pertinent. Elle explique aussi pourquoi le mot qui circule dans les associations d'affaires américaines n'est pas négociation. Ces déplacements, permanents, structurels, est déjà en cours d'exécution. Le déplacement n'est pas terminé. Ceci n'est que la première annonce. Une entente de 4 milliards de dollars ne se construit pas en silence par accident. La question à poser n'est pas pourquoi le Canada a fait cela. Cette réponse était visible depuis des mois pour quiconque y prêtait attention. La question à poser est comment cela a été fait sans que Washington ne le remarque avant que tout soit déjà terminé. Apparemment, crier à la force n'est pas la même chose que savoir lire la pièce. La réponse commence par une décision prise au sein du gouvernement Carney environ 6 mois avant l'annonce du jeudi. La décision n'était pas d'affronter publiquement et dramatiquement la pression commerciale américaine. La décision était de traiter la relation commerciale américaine comme une contrainte à contourner par ingénierie, plutôt que comme un différend à résoudre par la négociation. C'est une posture stratégique différente de tout ce que le Canada avait adopté dans l'histoire bilatérale moderne. Et elle a produit un autre type de préparation, non pas des éléments de langage, non pas des positions de négociation, mais des infrastructures, des cadres juridiques, des relations commerciales et le travail peu glamour, patient et intensif sur le plan opérationnel, qui consiste à construire réellement l'alternative plutôt qu'à simplement la décrire. Voilà la partie embarrassante pour la politique performative.
Les feuilles de calcul, les contrats et la patience n'applaudissent pas dans les rassemblements, mais ils concluent des ententes. Le gouvernement canadien avait identifié, grâce à sa propre analyse économique et à des consultations avec des conseils d'affaires dans chaque grand secteur, les catégories précises d'activités commerciales où la participation américaine était présumée plutôt que gagnée de manière concurrentielle. Les contrats de développement d'infrastructures constituaient une première catégorie où les entreprises américaines avaient été des partenaires privilégiés de facto, non pas parce qu'elles étaient la meilleure option disponible à l'échelle mondiale, mais parce que le système canadien d'approvisionnement avait été structuré autour d'hypothèses de relations bilatérales qui précédaient l'environnement commercial actuel. Le financement de projets énergétiques en était une autre, où les institutions américaines avaient été des participantes principales, non pas parce qu'elles offraient les meilleures conditions, mais parce que l'architecture de financement alternative n'avait jamais été sérieusement construite. Les infrastructures technologiques et de télécommunications formaient une troisième catégorie où les fournisseurs américains avaient été dominants, non pas en raison d'une supériorité concurrentielle, mais parce que les relations et les cadres d'approvisionnement n'avaient jamais été conçus pour inclure de véritables alternatives. Ce n'étaient pas des domaines où la participation américaine était irremplaçable. C'étaient des domaines où la participation américaine avait été présumée. Cette distinction, invisible dans une relation bilatérale saine, devient le fait opérationnel central dans une relation qui se détériore. Toute la stratégie reposait sur « ils ont besoin de nous », une doctrine risquée lorsque personne ne vérifie s'ils en ont encore besoin. La préparation de 6 mois comprenait 3 axes de travail parallèles, menés simultanément et avec une séparation délibérée entre eux, afin qu'aucune divulgation isolée ne puisse révéler l'ampleur complète de ce qui était en train d'être construit. Le premier axe était diplomatique. De hauts responsables commerciaux canadiens ont mené des visites de renforcement des relations dans des capitales européennes auprès de partenaires commerciaux du Pacifique et d'alliés du Commonwealth, présentées publiquement comme des consultations de routine, mais structurées opérationnellement comme les premières étapes de négociation de cadres commerciaux. Le deuxième était juridique, impliquant une équipe d'avocats spécialisés en droit commercial travaillant à travers le droit canadien, européen et international afin de construire des cadres de partenariat qui seraient immédiatement contraignants, commercialement crédibles et structurés pour résister à un renversement même si l'environnement politique changeait. Le troisième était financier, construit à travers des discussions avec des institutions financières européennes et du Pacifique sur les conditions selon lesquelles elles participeraient au financement d'infrastructures canadiennes à des échelles qui avaient auparavant été dominées par les marchés de capitaux américains. Pendant que les voix les plus fortes vendaient la pression comme une stratégie, le Canada construisait tranquillement la sortie, ligne par ligne. Selon des sources au sein du ministère des Finances qui ont participé aux 3 axes de travail, la contrainte de conception explicite appliquée à chaque élément de la préparation était simple. Rien ne serait construit si cela pouvait être défait en moins de 5 ans. Chaque cadre, chaque relation, chaque instrument financier a été évalué selon cette contrainte. Si cela pouvait être renversé rapidement, c'était reconçu jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. L'objectif n'était pas de créer un levier pour une future négociation avec Washington. L'objectif était de supprimer entièrement le besoin de cette négociation. Voilà une réponse brutale au théâtre tarifaire. Ne pas discuter avec le spectacle, mais construire une porte pour sortir du théâtre. Le déclencheur précis de l'annonce du jeudi était une étape commerciale plutôt qu'un événement politique. La confirmation finale du financement par le principal partenaire institutionnel européen est arrivée un mercredi soir, heure d'Ottawa, et a clos la dernière condition ouverte de la transaction principale. Aucun événement politique n'a provoqué cela. Aucune provocation ne l'a accéléré. L'entente était prête. Le Canada l'a annoncé. Cette absence d'événement déclencheur dramatique est en soi un détail significatif. Le remplacement n'était pas une réaction. C'était un achèvement. Aucune crise de colère n'était nécessaire. Le bilan financier avait déjà livré la chute. La pièce où l'entente de 4 milliards de dollars a été officiellement conclue se trouvait à Francfort, non pas à Ottawa, un détail qui porte son propre poids.
La séance de clôture a eu lieu dans une salle de conférence au 14e étage d'une institution financière européenne dont le nom n'a pas été rendu public, dans un immeuble situé sur Tonnus-en-Lage, le principal boulevard financier de Francfort, où l'architecture annonce le sérieux de ce qui se passe à l'intérieur avec la franchise dont les anciens centres financiers européens ont le secret. Des fenêtres du plancher au plafond, une table de conférence pouvant accueillir 30 personnes, des équipes juridiques disposées des deux côtés avec l'efficacité organisée et épuisée de professionnels qui travaillaient depuis 6 mois vers un moment précis et qui y étaient enfin. La délégation canadienne était dirigée par le sous-ministre des Finances et le sous-ministre du Commerce, deux des plus hauts responsables économiques du gouvernement canadien. Leur présence signalait, sans aucune déclaration explicite, à quel point le gouvernement canadien considérait cette transaction comme lourde de conséquences. Le consortium européen était représenté par des dirigeants de 7 partenaires institutionnels couvrant l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas et la France, et des gouvernements et des instruments de fonds souverains plutôt que des acteurs commerciaux privés. Ce choix structurel était délibéré et significatif. Les partenaires souverains et quasi-souverains ne sortent pas de relations commerciales parce que les vents politiques changent. Ils ne réévaluent pas le prix de leur participation parce qu'un différend bilatéral se résout et que le partenaire initial revient à la table en offrant de meilleures conditions. Ils prennent des engagements de long terme à travers des cadres institutionnels conçus pour survivre au mandat de n'importe quel gouvernement, à la résolution de n'importe quel différend commercial unique et à l'épuisement éventuel de n'importe quelle campagne de pression. C'est exactement le genre de phrase qu'un slogan de salle de presse ne peut pas intimider pour la faire disparaître. L'équipe juridique canadienne avait insisté sur cette structure dès la première étape de conception. La durabilité des partenaires était aussi importante que les conditions de l'entente. La composante pacifique de la transaction était représentée à Francfort par des observateurs des ministères du commerce japonais et sud-coréens, présents pour confirmer que leurs cadres parallèles, négociés séparément mais coordonnés dans leur calendrier, étaient prêts à s'activer simultanément avec la clôture européenne. Leur présence dans la pièce n'était pas légalement nécessaire. C'était un signal délibéré. Il ne s'agissait pas d'une entente bilatérale entre le Canada et l'Europe. C'était un réalignement multilatéral. Et chaque partie prenante était présente dans la pièce pour voir les autres confirmer leur engagement. Le message était presque assez poli pour passer inaperçu, ce qui le rendait encore plus difficile à contrer pour le théâtre politique du monde trumpiste. La séance a commencé à 9h, heure de Francfort, 3h à Ottawa, ce qui signifiait que la délégation canadienne était restée éveillée toute la nuit dans un fuseau horaire qui n'était pas le sien, menant les dernières heures d'un effort de 6 mois dans un état d'épuisement que les sources présentes ont décrit comme entièrement invisible dans leur conduite professionnelle. Ils étaient précis. Ils étaient préparés. Chaque document était organisé, ongleté et référencé. Chaque chiffre avait été vérifié dans les 24 heures précédentes. Il n'y avait aucune surprise dans la pièce parce que l'équipe canadienne avait passé 6 mois à éliminer par ingénierie toute surprise possible. La clôture a suivi sa séquence juridique avec le rythme méthodique qu'exigent les transactions multipartites complexes. Les déclarations ont été confirmées, les conditions ont été vérifiées et les signatures ont été apposées dans l'ordre précis requis par le cadre juridique. Les sources présentes ont décrit la pièce comme silencieuse, de la façon dont les pièces remplies de professionnels exécutant un plan longuement préparé sont silencieuses, pas tendues, pas festives, concentrées. Il existe une qualité d'attention dans une séance de clôture qui est différente de l'attention d'une négociation. Dans une négociation, chaque personne dans la pièce gère l'incertitude. Dans une clôture, chaque personne dans la pièce gère la séquence. L'incertitude a déjà été résolue. Ce qui reste, c'est l'exécution. Personne n'avait besoin de frapper sur la table lorsque la table portait déjà les documents signés. La signature finale, celle du sous-ministre des Finances sur le document principal de la transaction qui constituait la clôture officielle du cadre de 4 milliards de dollars, a été apposée à 11h47, heure de Francfort. Le sous-ministre a posé le stylo et a regardé le document pendant un moment sans parler.
Les sources présentes ont décrit environ 10 secondes de silence pendant lesquelles personne dans la pièce n'a bougé ni parlé. Non pas parce que le moment était surprenant. Il avait été planifié avec précision pendant 6 mois, mais parce que les personnes dans la pièce comprenaient ce qu'il signifiait. Et comprendre ce que signifie quelque chose lorsqu'il s'agit réellement d'un événement conséquent produit une immobilité différente du simple silence. C'est l'immobilité de gens qui enregistrent un avant et un après, et qui choisissent, pendant quelques secondes, d'être présents à la frontière entre les deux. Puis le sous-ministre a levé les yeux vers la pièce et a remercié les partenaires du Canada d'une manière sobre, délibérée, exactement dans le registre que le moment exigeait. Les photos de la cérémonie de signature ont été prises. Les équipes juridiques ont commencé le processus d'organisation et de certification des documents exécutés. La délégation canadienne est entrée dans une pièce adjacente où des communications sécurisées avaient été établies avec Ottawa et dans les 15 minutes, le cabinet du Premier ministre avait été informé que la clôture était complète. Le communiqué, qui avait été rédigé, révisé, approuvé juridiquement et préparé pour transmission 6 jours plus tôt, a été envoyé à 12h30, heure de Francfort, soit 6h30 à Ottawa, 6h30 à Washington. Au moment où l'annonce est arrivée à Washington, la seule chose qui restait à négocier était le ton du déni. Le vendredi matin, les deux capitales se sont réveillées devant la même annonce au même moment, avec le même niveau de préavis, c'est à dire aucun. À Ottawa, l'annonce était la conclusion de 16 mois de travail. À Washington, c'était le début d'un vendredi très difficile. La réponse de Washington est passée par 3 phases distinctes au cours des 12 premières heures, et chaque phase était pire que la précédente. La première phase fut la confusion. L'annonce était arrivée sans aucune notification diplomatique, aucun préavis par les canaux bilatéraux, aucune séance d'information de courtoisie pour les responsables commerciaux américains, aucune communication protocolaire d'aucune sorte. Pour une opération bâtie sur les tarifs surprises et les menaces bruyantes, être surpris par de la paperasse a dû presque paraître injuste. Les responsables commerciaux américains ont appris l'existence d'une transaction de 4 milliards de dollars qui remplaçait la position commerciale de leur pays dans les infrastructures canadiennes par le même communiqué qui était publié simultanément à toutes les organisations médiatiques du monde. Selon des sources au fait de la réponse interne, les premiers appels passés par les responsables commerciaux américains ne furent pas destinés à leurs homologues canadiens pour exiger une explication. Ils ont appelé leurs propres services de renseignement et diplomatique, demandant comment une transaction de cette ampleur avait pu être en préparation pendant 6 mois sans apparaître dans aucune évaluation américaine de l'activité commerciale canadienne. Les réponses qu'ils ont reçues n'étaient pas rassurantes. La deuxième phase fut la réaction des marchés, et elle est arrivée plus vite que la réponse politique ne pouvait être formulée. Le Dow Jones a ouvert en baisse de 320 points. Les dommages spécifiques étaient concentrés dans les secteurs où le déplacement était le plus direct. Les marchés, contrairement aux foules de campagne, n'applaudissent pas plus fort lorsque les calculs se détériorent. Les entreprises américaines d'ingénierie et de construction ayant des positions dans les infrastructures canadiennes ont perdu entre 11 et 23% de leur capitalisation boursière en une seule séance. Les transformateurs agricoles américains dépendant des chaînes d'approvisionnement canadiennes ont réévalué leur exposition future. Les institutions financières américaines qui avaient participé au financement d'infrastructures canadiennes ont vu leur pipeline de transactions projetées révisées à la baisse par des analystes qui, pour la première fois, traitaient la relation bilatérale comme structurellement plutôt que temporairement perturbée. Le message du marché n'était pas qu'il s'agissait d'un revers gérable. Il était que l'architecture avait changé et que ce changement était valorisé comme permanent. La troisième phase fut le cycle des fuites, et il a confirmé tout ce que l'annonce et le marché avaient déjà laissé entendre. Plusieurs sources décrites comme de hauts responsables américains ont déclaré à des journalistes financiers que la préparation de 16 mois n'était apparue dans aucune évaluation américaine du renseignement sur l'activité commerciale canadienne à quelque moment que ce soit de son exécution. Une évaluation officielle a été confirmée par 2 canaux distincts. Washington surveillait les signaux politiques, pas la construction commerciale.
Le Canada avait construit le remplacement dans l'espace commercial, et ce n'était pas là que Washington regardait. Il s'avère que lorsque toutes les caméras sont braquées sur le podium, personne ne surveille les contrats qui se signent en coulisses. Une deuxième source a fourni l'acte d'accusation structurel. L'hypothèse était qu'une entente de cette ampleur exigerait une coordination politique visible qui pourrait être détectée. Ce ne fut pas le cas. Elle exigeait une coordination commerciale et une coordination juridique dont aucune ne nécessitait le moindre signal politique que Washington était positionné pour observer. La réponse de Trump sur Truth Social est arrivée à 6h18, près de 10 heures après que l'annonce eut été absorbée par les marchés mondiaux et la presse financière. Sa réponse a présenté la décision du Canada comme une très mauvaise entente que le Canada regretterait très bientôt. La réponse avait la structure familière, certitude maximale, mécanisme minimal. La déclaration ne contenait aucun engagement avec un élément précis de la transaction, aucune identification d'un intérêt américain qui serait spécifiquement servi par son renversement et aucun mécanisme par lequel l'un ou l'autre des partenaires institutionnels souverains qui venaient d'engager 4 milliards de dollars dans un cadre juridique de 6 mois pouvait être censé sortir de ce cadre en raison d'une publication sur les réseaux sociaux. Elle a été reçue sur les marchés financiers avec l'indifférence que les marchés réservent aux déclarations politiques qui n'ont aucun lien opérationnel avec la réalité commerciale qu'elles prétendent commenter. Une publication peut déplacer un titre, elle ne peut pas défaire un cadre souverain construit pendant 6 mois. L'analyse de Warren Buffett sur la transaction de 4 milliards de dollars n'a pas commencé par le chiffre lui-même, mais par le principe structurel qui a rendu la transaction possible et qui a rendu l'incapacité de Washington à la voir venir si lourde de conséquences sur le plan opérationnel. Il existe une catégorie de menaces concurrentielles contre laquelle il est presque impossible de se défendre parce qu'elle ne s'annonce pas comme une menace. Elle s'annonce comme du commerce. Quelqu'un construit une usine. Quelqu'un négocie un contrat. Quelqu'un cultive une relation avec une institution financière. Aucune de ces activités ne ressemble à une menace vue de l'extérieur. Chacune ressemble à une activité commerciale ordinaire. Et puis, à un certain moment, les activités commerciales ordinaires se sont accumulées pour devenir quelque chose qui n'est plus ordinaire. Une infrastructure alternative pleinement opérationnelle, construite à ciel ouvert, sous les yeux de tous, en n'utilisant rien d'autre que des outils commerciaux standards et qui est maintenant permanent. Le Canada a construit un déplacement concurrentiel en plein jour. Washington cherchait des signaux politiques et a manqué 6 mois de construction commerciale. Voilà le danger de confondre le bruit avec le contrôle. Le côté silencieux et peut être celui qui construit réellement l'avenir. La traduction économique portait sur ce que Buffett a décrit comme la logique cumulative du remplacement. Les 4 milliards de dollars sont le chiffre annoncé. Le chiffre structurel est plus élevé et prend plus de temps à calculer. Lorsque des institutions souveraines européennes s'engagent dans un cadre d'infrastructure canadien à cette échelle, elles ne s'engagent pas dans une transaction unique. Elles s'engagent dans une relation. La transaction crée le précédent, le cadre juridique, la familiarité opérationnelle et la confiance institutionnelle qui rendent la prochaine transaction plus facile, plus rapide et plus importante. Les relations commerciales s'accumulent. Les 4 milliards de dollars d'aujourd'hui produisent une infrastructure commerciale euro-canadienne qui gérera 30, 40 et 50 milliards de dollars de transactions au cours de la prochaine décennie dans des secteurs que les entreprises américaines considéraient comme leur territoire par défaut. L'accumulation ne nécessite aucune autre décision du gouvernement canadien. Elle exige seulement que les partenaires européens et du Pacifique continuent de poursuivre leurs intérêts commerciaux dans le cadre qui a été établi. Ils le feront. C'est ce que font les investisseurs institutionnels souverains. C'est ici que l'économie des slogans rencontre l'économie institutionnelle. Et l'économie institutionnelle conserve les reçus. La leçon la plus importante sur les relations commerciales de long terme, après 63 années d'expérience, est que davantage de relations prennent fin par négligence que par conflit. Les relations qui prennent fin par conflit produisent au moins un moment de clarté, un événement précis, une décision précise, un point précis où toutes les personnes concernées comprennent que quelque chose a changé. Les relations qui prennent fin par négligence sont plus insidieuses, parce qu'elles se terminent graduellement,
par l'accumulation de petites décisions, l'accumulation de petits manques d'attention, l'accumulation d'hypothèses selon lesquelles la présence de l'autre partie est garantie plutôt que gagnée. Washington a négligé le Canada, non pas par un seul acte dramatique de négligence, mais par l'accumulation de 6 mois à traiter les intérêts commerciaux canadiens comme des considérations secondaires dans une relation bilatérale où ils auraient dû être des considérations primaires. L'instinct trumpiste était d'exiger la loyauté à grand bruit. Le Canada a répondu en réduisant la dépendance en silence. Le Canada n'a pas répondu en se battant, mais en construisant. Et ce que le Canada a construit pendant ces 6 mois de négligence est maintenant l'architecture permanente d'un avenir commercial différent. Cela mène au verdict. L'entente est conclue. Les partenaires sont des institutions souveraines avec des cadres de 6 mois. Les structures juridiques sont conçues pour survivre à tout différend politique. La seule question restante est de savoir si Washington comprend ce qu'il a perdu. Pas les 4 milliards de dollars, qui sont un chiffre, mais l'hypothèse selon laquelle le Canada n'avait aucune alternative sérieuse. Cette hypothèse valait beaucoup plus que 4 milliards de dollars, et elle a disparu. Aucune conférence de presse ne peut reprendre possession d'une hypothèse une fois que la réalité l'a vendue. Les conséquences, en cascade de l'annonce du jeudi, s'organisent autour d'un seul fait structurel qui distingue cet épisode de tout moment précédent dans la détérioration bilatérale. Le remplacement n'est pas une menace, un avertissement ou une position de négociation. C'est une transaction achevée, exécutée par des partenaires institutionnels souverains opérant à travers un cadre juridique de 6 mois qui a été précisément conçu pour être permanent. La cascade part de ce fait et s'étend dans toutes les directions simultanément. Sur le plan économique, le déplacement des entreprises américaines hors des infrastructures canadiennes ne se limite pas au contrat précis couvert par la transaction de 4 milliards de dollars. Il produit une recalibration des hypothèses d'approvisionnement canadiennes dans chaque secteur où la participation américaine avait été traitée comme un choix par défaut. Les responsables canadiens de l'approvisionnement, qui fonctionnaient sous l'hypothèse que les entreprises américaines étaient le premier appel naturel pour les grands travaux d'infrastructure, opèrent maintenant sous une hypothèse différente. Les partenaires européens et du Pacifique sont disponibles, crédibles, concurrentiels sur les conditions et appuyés par des cadres qui viennent d'être démontrés à l'échelle de 4 milliards de dollars. Cette recalibration ne nécessite aucun mandat gouvernemental. Elle se produit à travers la logique commerciale ordinaire de professionnels de l'approvisionnement qui mettent à jour leur compréhension de l'ensemble des options disponibles. Le multiplicateur du déplacement dépasse largement le chiffre annoncé. C'est la partie qui fait le plus mal à une campagne de pression. Personne n'a besoin d'annoncer une rébellion lorsque les habitudes d'approvisionnement changent en silence. Sur le plan politique, les conséquences pour la politique intérieure américaine se concentrent dans les États et les industries précis où la détérioration de la relation bilatérale a l'impact économique le plus direct. La chaîne d'approvisionnement automobile du Michigan, le corridor manufacturier de l'Ohio, le secteur de la transformation agricole du Minnesota. Ce ne sont pas des abstractions. Ce sont des communautés dont la stabilité économique a des liens structurels avec des relations commerciales canadiennes qui sont maintenant redessinées autour de cadres qui ne nécessitent pas la participation américaine. Les responsables politiques qui représentent ces communautés fonctionnaient selon l'hypothèse que la perturbation bilatérale était temporaire et gérable. L'annonce du jeudi a rendu cette hypothèse difficile à soutenir publiquement, et la réaction de 320 points du marché l'a rendue impossible à soutenir en privé. À un certain moment, « nous sommes en train de gagner » devient une phrase difficile à prononcer devant un bilan financier. Sur le plan de la défense et de la sécurité, la participation de partenaires institutionnels souverains de Norvège, des Pays-Bas et de France, dans un cadre d'infrastructures canadien de 4 milliards de dollars comporte des implications d'alliance qui vont au-delà du commercial. Ce sont des partenaires de l'OTAN. Leur approfondissement commercial avec le Canada, structuré à travers des cadres conçus pour être durables, représente un changement dans l'architecture économique de l'Alliance occidentale qui a été produit non pas par une action d'un adversaire, mais par une politique commerciale américaine qui a poussé son partenaire le plus proche vers ses autres alliés. L'ironie est structurelle et visible. Une politique conçue pour affirmer la primauté américaine dans sa relation bilatérale la plus importante
a produit un réalignement commercial qui a renforcé toutes les autres relations d'alliance occidentale aux dépens commerciaux directs de l'Amérique. C'est une façon très coûteuse de prouver que les Alliés ont bel et bien les numéros de téléphone les uns des autres. La réponse de la Chine a suivi le schéma devenu prévisible à chaque épisode de la séquence de détérioration bilatérale, silencieuse, disponible, en expansion. Pékin a lancé des invitations commerciales élargies au Canada dans 4 secteurs, offert un accès accéléré au marché chinois pour les exportations agricoles canadiennes et fait clairement savoir par plusieurs canaux qu'il considérait la capacité démontrée du Canada à exécuter des alternatives commerciales à grande échelle comme une base pour une relation économique nettement plus importante. Rien de tout cela n'exigeait de la Chine autre chose que d'être crédible et présente. L'ouverture n'a pas été créée par le génie de Pékin. Elle a été emballée comme un cadeau par une politique de pression qui confondait intimidation et stratégie. La politique américaine avait, avec une remarquable constance sur 18 mois, produit exactement le résultat que ses objectifs stratégiques déclarés étaient censés empêcher. Un Canada commercialement plus proche de chaque grand concurrent américain et commercialement moins intégré aux États-Unis qu'il ne l'était lorsque la campagne de pression a commencé. Voici ce que 6 mois de construction commerciale silencieuse ont produit un jeudi matin à Francfort. Ils ont produit une transaction de 4 milliards de dollars conclus par des partenaires institutionnels souverains à travers l'Europe et le Pacifique, au moyen d'un cadre juridique spécifiquement conçu pour être permanent, annoncé à Washington par un communiqué de presse avec le même préavis que celui donné à tous les autres gouvernements de la planète, c'est, à dire, aucun. Ils ont produit une chute de 320 points du Dow Jones, une contraction de valorisation de 11 à 23% parmi les entreprises américaines les plus directement déplacées et une recalibration des approvisionnements d'entreprises dans les dépenses canadiennes d'infrastructures qui redirigera à la baisse l'exposition commerciale américaine dans des secteurs allant bien au-delà de la transaction annoncée. Ils ont produit une évaluation interne du renseignement à Washington sur la façon dont 6 mois de construction commerciale avaient pu passer inaperçus. Une évaluation dont les conclusions, selon des sources qui en connaissent le contenu, ne sont pas rassurantes quant au cadre analytique qui était en place. Le bilan post-mortem s'écrit presque tout seul. Trop de théâtre, pas assez de surveillance de la véritable mécanique économique. La réalité d'ancrage, ce sont les 6 mois. Les 6 mois sont la réponse à chaque question sur la façon dont cela a été possible. Comment le Canada a-t-il construit une alternative de cette ampleur sans que Washington ne le remarque? Par 6 mois de travail dans l'espace commercial plutôt que dans l'espace politique. Comment les partenaires se sont-ils engagés dans des cadres si durables? Par 6 mois de construction de relations qui ont précédé la transaction assez longtemps pour générer une véritable confiance institutionnelle. Comment les structures juridiques ont-elles atteint la permanence qui rend le renversement pratiquement indisponible? Par 6 mois de construction juridique avec des contraintes explicites de durabilité intégrées à chaque instrument dès la première ébauche. Ce qui est perdu ne peut pas être récupéré par une négociation ultérieure. Pas les 4 milliards de dollars. Ça, c'est un chiffre. Ce qui est perdu, c'est l'hypothèse. L'hypothèse selon laquelle les alternatives commerciales du Canada étaient théoriques plutôt qu'opérationnelles, aspirationnelles plutôt qu'exécutées, disponibles en principe plutôt qu'achevées dans la pratique. Et les hypothèses, contrairement aux produits dérivés de campagne, se vendent mal après leur date d'expiration. Cette hypothèse a guidé 6 mois de politique commerciale américaine. Elle était fausse dès le premier mois. Et le coût d'agir sur une mauvaise hypothèse pendant 6 mois dans une relation commerciale de cette ampleur et de cette intégration n'est pas une chute de 320 points. C'est un réalignement structurel dont le coût complet sera visible sur des années et des décennies plutôt qu'en une seule séance. Le remplacement est complet. Les cadres sont permanents. Les partenaires sont des institutions souveraines qui ne sortent pas d'engagement de 6 mois parce que les circonstances politiques changent. Et chaque jour où la nouvelle architecture fonctionne, elle approfondit et amplifie la distance entre ce qu'était la relation bilatérale et ce qu'elle est en train de devenir, plus large, plus structurelle et plus coûteuse à refermer. Plus la machine à slogan insiste pour dire que rien n'a changé, plus la réalité devient coûteuse. L'Amérique a été remplacée en silence. L'annonce est arrivée un vendredi, le travail était fait 6 mois avant que quiconque à Washington ne regarde.
Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt